Bonjour de Malabo, nous retrouvons Augustin Zefoumou. Pour le présenter rapidement, il a été secrétaire général du PDGE. La presse française rappelle malicieusement, comme elle sait le faire, qu'il est proche du président Obiang. Il a été surtout, et c'est ce qui nous intéresse, le candidat de la Guinée équatoriale à l'Organisation internationale de la francophonie, et il est également président du conseil de rédaction de la Gazeta de Malabo. Augustin Zefoumou, expliquez-nous la fin de l'histoire à la francophonie, parce que vous savez que j'ai fait une émission du grand jeu géopolitique sur votre candidature et sur la place de la Guinée équatoriale dans la francophonie. Et évidemment, les gens qui nous suivent ont envie de connaître la fin de l'histoire. Bon, là, quand vous parlez de proche d'Obiang, et c'est bien sûr, je suis proche d'Obiang, et là, je travaille depuis le premier jour avec le président, et je suis du régime. Bon, bref, la fin de l'histoire était ce que nous attendions déjà. Nous savions que, bon, pour nous, l'essentiel, c'est de se présenter. L'essentiel était de faire savoir au public, au peuple francophone, que la Guinée équatoriale est là pour la francophonie et que le peuple de la Guinée équatoriale, alors, veut s'intégrer à la francophonie. Et là, cette volonté, elle est ferme. Alors, si vous me demandez si je présentais la fin, moi je vous dirais oui. Et je savais que ça devait finir comme ça, mais il était question de y aller jusqu'au bout et pour que les gens se manifestent. Bon, la fin à Dakar, c'était à Dakar. À Dakar a été que bon, les présidents sont allés à huis clos. Et dans le huis clos, il y a eu ces petits problèmes entre la candidature, les trois candidatures récentes, la Guinée équatoriale, non, quatre. C'était la Guinée équatoriale, le Burundi, et le Congo et le Canada. Le Canada, nous savait déjà, je peux vous l'avouer, qu'il y avait eu des tractations, je ne dirais pas entre qui et qui, parce qu'il ne m'est pas donné. Là, vous m'intéressez, parce que vous savez qu'à l'époque, on a parlé carrément d'un lobby anti-Guinée équatoriale contre votre candidature. Pour notre candidature, je dirais que lobby anti-Guinée équatoriale, je ne veux pas accuser qui que ce soit, et nous le savions déjà davantage que la Guinée équatoriale faisait le candidat gênant, mais nous étions. Et le président a voulu à ce que nous arrivions jusqu'à la fin. Et quand il y a eu ce huis clos et les chefs d'État n'ont pas vite tombé d'accord, alors le président, c'est notre président qui a d'abord retiré la candidature de la Guinée équatoriale. Il dit non. Nous sommes trois pays de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale, le Burundi et le Burundi et le Congo, de la zone. Il dit bon, si le problème est cette triple candidature, alors je suis prêt à retirer le candidat de la Guinée équatoriale. Alors il s'est retiré. Mais il savait davantage que cette candidature posait problème. Et alors, comme il semblerait qu'à la fin, ni le Congo, ni le Burundi ont accepté de retirer les siennes, comme ces candidatures, alors, ça, je vous le dis, il y a quelqu'un qui a tapé sur la table, alors si vous ne vous mettez pas d'accord, alors moi, j'impose madame la, vous savez, la canadienne. Comme ça, le consensus. Voilà. Alors, ils ont applaudi le consensus entre guillemets, et voilà pour cela. Mais ça a été une expérience très, très enrichissante. Et moi,
j'ai compris ce monde de tractation en coulisses et en public. La Guinée équatoriale, c'est une colonie ex-espagnole, c'est hispanophone, c'est un choix du président Biagdema Mbassougou d'avoir fait du français la deuxième langue nationale et d'avoir rejoint la francophonie. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce geste? Une volonté d'intégration dans la région avec la CEMAC et la CEDEAO, ou, comme on le dit, une francophonie même du président? Non, non, la francophonie, le président il n'a jamais voulu s'attribuer la francophonie à lui seul. Et la Guinée équatoriale est un pays, si je peux vous dire, culturellement enclavé. Et vous voyez, enclavé dans le sens que si vous avez été à Rio Muni, la partie continentale, oui. Au nord, c'est toute la frontière au nord, c'est le Cameroun, l'est et le sud, c'est le Gabon. Nous avons que l'océan Atlantique ici, à l'ouest, et là vous trouvez le géant Nigeria, et puis les lusophones, ils sont là. Alors la Guinée, le président a toujours voulu sortir la Guinée équatoriale de cette il a aussi fait rejoindre l'organisation des pays lusitophones également. Voilà, c'est là il a voulu une vision transnationale. Transnationale. Il a voulu cette vision transnationale parce que petit en taille et petit en population, alors il voulait. Alors je crois que c'est un plus pour le peuple équatorien. Oui, je pense. Moi-même, je vous dis, là, je suis au président de l'Académie de la langue espagnole en Guinée équatoriale. Oui, je sais. Et alors, je vous dis que moi, je ne renonce pas à ma hispanophonie, si vous le voulez, mais nous voulons, vous voyez, et ça, j'applaudis, et j'applaudirai 100 fois et 1000 fois le président, cette volonté de sortir, oui, vous voyez, du provincialisme. De provincialisme, on est petit en taille, mais on ne veut pas être petit en ambition. Vous savez, moi, vous savez qu'une partie de ma vie se passe en Belgique et on vit ce provincialisme. Voilà. On vit ce provincialisme dans notre fédéralisme idiot, dans cette frontière linguistique, dans ces querelles. Et moi, j'ai toujours salué les gens qui dépassaient les frontières. Et il faut toujours vraiment se révolter. Il ne faut pas laisser à ce qu'on vous étouffe. Voilà, si vous vous laissez étouffer, alors vous ne pouvez pas avancer. Et c'est la Guinée équatoriale en est l'exemple. Elle ne veut pas être étouffée. Le centre culturel que l'État équato-guinéen français soutient, il joue un grand rôle, m'a-t-on dit, dans toute la région. Voilà. C'est ça, c'est le problème. Et le président lui-même, je vous avouer un secret, le président, quand j'étais conseiller, alors tout le matin, il appelait son professeur de français, il avait le professeur de français avant de commencer à travailler le matin, il appelait un professeur français. Et ce jour à la maison, il m'appelait, on était là. Et quand il faisait ses retours, il me demandait, est-ce que moi j'ai bien dit? Je dis oui, alors vous voyez, tous les matins, vous n'avez pas vu un monsieur si insistant, si persistant que lui, et tous les matins avant d'aller au bureau, c'était le professeur de français, parce qu'il tenait à parler français. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un homme qui parlait un français impeccable. Voilà, c'est ça. Une dernière question sur vous. Vous êtes aujourd'hui sénateur. Ouais. On connaît peu le Sénat équato-guinéen, puisque c'est une des nouvelles institutions de l'architecture équato-guinéenne. Quand a été élu le premier Sénat? Le premier Sénat a été élu en 2013. Les bonnes élections, les élections c'est fin 2012, et puis 2013 c'est l'installation du Sénat. Alors, notre présidente, c'est une dame, la présidente du Sénat, et puis, alors je suis... Je sais ça parce que je m'occupe parfois, vous savez que je fais un peu de diplomatie parallèle, et donc parfois je lui envoie des visiteurs qui sont aussi des présidents de Sénat en Afrique. Il m'arrive souvent d'aller en Belgique parce qu'il y a... On a un Sénat très actif. Très actif. Alors nous, nous faisons partie de cette organisation des Sénats pour la francophonie. D'ailleurs, moi je crois que je pars dans quelques jours à Windhoek. Il y a la réunion de l'Assemblée des pays
pays francophones. Je ne sais pas ce que ça fout à Wendell. Oui, moi non plus. Parfois, Mais vous moi, savez, on se pas. pose des questions. C'est passé à Wendell qu'on a... De quoi s'occupe le Sénat équato-guinéen? Quelles sont ses compétences? Les compétences du Sénat, c'est d'abord, en deuxième lecture, les lois, l'approbation de lois. Est-ce que ça passe au Parlement? Alors, il vient. Comme dans la plupart des pays. Des lois. Et là, non, le Sénat peut même avoir des initiatives légales, proposer des lois, et puis cette espèce de contrôle de la fonction du gouvernement. Je vous remercie. À vous. Et j'espère en tout cas vous peut-être prochainement je serai candidat à la francophonie encore. Oui, alors, parce on ne sait jamais. Mais ou peut-être mon petit-fils. Non, cette fois-ci, si vous êtes candidat, je peux vous promettre que vous aurez un lobbying d'une toute autre nature. Vous savez que le grand enjeu actuellement, c'est la candidature du ministre Agapito Manokwi à la tête de la Commission de l'Union africaine. Mais là, on est beaucoup plus préparé et on a beaucoup plus grand soutien qu'on a pu vous organiser à l'époque. Mais entre nous, c'est un gars capable, il est très bien. Et là, alors l'Union africaine, j'espère que c'est un peu différent de ce qui se passe à la France. C'est un grand panafricaniste. Il est le candidat ici, en tout cas, il a le soutien de tous les jeunes. Oui, oui. Il a le soutien des panafricanistes. Il y a eu le sommet de l'Organisation panafricaine de la jeunesse, donc officiellement, qui est l'organisation de l'Union africaine. Il a reçu un soutien massif de tous les délégués de la jeunesse à Banjul, en Gambie. Il fallait qu'il le reçoive parce que c'est l'homme jeune, c'est l'homme. Espérons que cette fois-ci, la sagesse africaine... Je l'ai interviewé ce matin et ses idées, c'est vraiment les idées du panafricanisme. Et pas le panafricanisme, vous savez, qui traîne les pas. Le panafricanisme qui veut vraiment une Afrique unie, qui veut vraiment une Afrique intégrée. Et évidemment, on n'a qu'une envie. On comprend le soutien qu'il reçoit, évidemment. Mais non, mais lui, j'espère qu'il... alors, toute la Guinée équatoriale est avec lui. Bien sûr. Mais il n'y a pas que la Guinée équatoriale. Moi, je le dis du côté de la Guinée équatoriale. Toute l'administration et tout le pouvoir à Guinée sont avec lui. Et nous espérons que l'Afrique, vraiment, la sagesse, cette vision de que il faut que l'Afrique avance. J'ai fait applaudir sa candidature dans un grand meeting du parti présidentiel à Kinshasa. Voilà, il n'y a pas que les Équato-Guinéens. Parce que tout le monde sait ce qu'il a dit. Et alors, surtout, ce qui a été décisif, c'est son discours au Congrès de la jeunesse panafricaine des Nations Unies, à Libreville. Là, il a parlé, je vais vous dire franchement, je l'écoutais parler, je dis voilà un homme qui parle le langage que la jeunesse attend. Il faut que le monde, l'avenir est de la jeunesse, il faut le dire. L'Afrique est jeune et il faut que la jeunesse vraiment dirige l'Afrique. Sinon, parce que... Augustino, je vous remercie et à une prochaine fois. Une prochaine fois, merci.